Voilà. Donc après cette présentation et cette discussion passionnante sur les fondements, on va rentrer là plutôt dans un domaine d'application, celui de la fiscalité. Le sujet, la fiscalité peut-elle être libérale au fond? C'est contradictoire. La fiscalité, c'est la contrainte. On est obligé de payer ses impôts. Alors, est-ce que c'est compatible avec la conception libérale que nous venons d'évoquer? Certains nous disent le meilleur impôt, c'est celui qui n'existe pas. Le meilleur impôt, c'est pas d'impôt. Il y a tout un courant libertarien qui nous dit ça et qui nous dit, mais au fond, alors on avait un ami de l'IREF et de la LEPS, Bertrand Leménissier, qui était professeur d'économie à l'université, et qui, en fait, allait vraiment au bout de cette démarche, en nous disant, mais voilà, jusqu'à la police, l'armée, tout peut être contractualisé. Et on sait qu'il y a des gens qui, aux États-Unis par exemple, mais ailleurs aussi dans le monde, cherchent à s'approprier, normalement, dans des conditions légales, un grand territoire sur lequel ils veulent bâtir une sorte de cité libre où il n'y aurait ni police, ni justice, mais où tout serait géré par des contrats entre les individus. Est-ce que ça peut marcher? On ne l'a jamais vu fonctionner. On l'a vu souvent écrit dans des utopies. En réalité, toute communauté humaine, on le voit bien même déjà au sein de nos familles, enfin, peut-être avez-vous la chance de n'avoir jamais connu ça, mais les conflits familiaux, ça existe. Et si même au sein des familles ça existe, quand plusieurs familles sont là pour vivre à côté les unes des autres et échanger, construire une mini-société, forcément les conflits arrivent aussi. Et s'ils n'arrivent pas quand les choses se font entre amis, et encore, lorsque ce sont les enfants qui succéderont, prendront la maison, ces conflits seront là nécessairement. Or, s'il y a conflit, ça veut dire que il faut trouver le moyen de le résoudre. L'arbitrage, nous dit-on? Ben oui, mais sauf que pour arbitrer, il faut que les parties soient d'accord. Et imaginez que l'un des membres de la famille occupe la maison après le décès des parents, et que les autres disent, mais elle est aussi à nous, nous pouvons aussi l'occuper, et qu'il refuse. On ne peut pas l'amener à l'arbitrage s'il refuse aussi l'arbitrage. Et c'est là qu'il faut, effectivement, des autorités extérieures, de police, de justice, pour forcer à l'accord, un accord qui peut être un compromis, qui peut être lorsque il ne se fait pas naturellement. Et donc par cet exemple, je montre que malheureusement, probablement, l'impôt est nécessaire parce que la communauté humaine est une communauté imparfaite. Là encore, on va d'ailleurs retrouver le débat que nous venons d'avoir sur libéralisme et religion, libéralisme et christianisme, et une certaine proximité d'ailleurs entre eux, parce que l'homme imparfait, c'est l'homme atteint par le péché dans la religion chrétienne, et c'est donc l'homme qui, dans le libéralisme, en fait, ne connaît pas la vérité, c'est pour ça qu'on ne peut pas lui imposer, mais peut l'approcher dans des rapports qui vont essayer de, de s'approcher de ce qu'il a de plus efficace, utilitarisme, mais aussi de mieux pour permettre à chacun de répondre à ses fins. Kant. Donc, en fait, il faut de l'impôt. Ah, certains nous diront encore, il y a un auteur allemand, un philosophe allemand contemporain, qui nous dit, oui, mais après tout, on pourrait avoir un impôt volontaire. Utopie, là aussi. Connaissez-vous des gens qui payent volontairement l'impôt? Ah ben oui, ils donnent. Mais ils donnent à la cause qu'ils veulent. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les dons ne sont pas négligeables en France, mais ils ne sont pas non plus très significatifs par rapport, par exemple, aux États-Unis.
Et en fait, le nombre de gens qui donnent reste relativement modeste. Mais ils ne donnent jamais qu'à des gens qui les ont émus, dont ils savent l'activité parce qu'ils en sont proches, ou par les... Bonjour Erwan. Bonjour. Ou dont ils ont compris la nécessité parce que, prenons l'exemple d'une maladie, l'un de leurs proches a subi cette maladie, n'a pas été suffisamment soigné, il préférait, etc. Donc l'impôt spontané, l'impôt volontaire, ça n'existe pas. Il faut donc, en fait, des impôts. Alors ces impôts peuvent-ils être des impôts de liberté? Eh bien, je vais dire que je le pense. Peut-être un peu utopiquement aussi. Mais je pense que l'impôt n'est pas nécessairement spoliateur, car il ne l'est pas, si il répond parfaitement aux besoins que j'ai exprimés, à ces besoins qu'a toute communauté humaine d'être régie par un ordre extérieur et susceptible d'être imposé quand c'est nécessaire. Il faut pour autant, si l'on veut que la fiscalité, que je vais prendre, mais par étapes, au sens large, qu'utilisent généralement les organisations internationales et le plus souvent les anglo-saxons, c'est-à-dire le sens de prélèvements obligatoires. Il faut répondre à certains critères que je vais essayer d'aborder avec vous. Il faut d'abord que l'impôt soit simple, car plus l'impôt est complexe, moins il est compris, et un impôt incompris est mal supporté. Or, au fond, ce qui est important, c'est que celui qui paye l'impôt comprenne pourquoi il le paye. Alors il y adhérera. Et alors il considérera que c'est un impôt juste. On y reviendra. Mais, donc, il faut des impôts simples, ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce que certains pensent, qu'il faut un impôt unique ou quelques impôts rares. Car au fond, la diversité humaine, la diversité des activités humaines exige, pour qu'il y ait une certaine justice précisément, que les impôts prennent diverses formes. Un impôt unique, c'est forcément un impôt lourd sur certaines activités ou sur certaines personnes. Si on veut essayer de faire en sorte que tout le monde participe, que toutes les faces de la vie humaine soient prises en compte, pour participer chacune modérément, ce sera un autre aspect, eh bien, il faut nécessairement une certaine répartition sur différentes formes d'imposition. Pour autant qu'elle reste simple. Car ce qui va nuire beaucoup à la simplicité, c'est au fond l'excès qui va la créer, qui va créer la complication, pardon. L'excès qui va créer la complication, et je donne un exemple, c'est la multiplication des niches. Alors qu'est-ce que les niches? Les niches, c'est, bon, on comprend bien ce que c'est, bien sûr, c'est une dérogation à la règle. C'est une dérogation qui permet une exception pour ne pas payer, une exception pour moins payer, un abattement dû à certaines situations, une remise, un remboursement, un crédit d'impôt, etc., etc. Vous savez qu'en France, chaque année, dans les documents de la loi de finances, sont dénombrés ce qu'on appelle, un peu curieusement, les dépenses fiscales. Ce sont les niches. Ce sont des dépenses fiscales parce que, en fait, ça coûte à l'État. Donc c'est une dépense pour lui, c'est une dépense fiscale, c'est un manque à gagner fiscal. Bon. Les documents de la loi de finances en recensent chaque année près de 500. En réalité, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. Dans les documents de la loi de finances annuelle, ces dépenses fiscales représentent environ 100 milliards, près de 100 milliards. Mais l'État bricole avec ça chaque année. Il en cache beaucoup qu'il dissémine ailleurs. Cette année-là, 2024, eh bien, tout d'un coup, il y a 10 milliards de dépenses fiscales qui disparaissent. Pourquoi? Ah ben parce que l'État a considéré dans ses documents que ces 10 milliards, en réalité, étaient des abattements sur des impôts qui revenaient finalement, indirectement ou directement, aux collectivités locales. Donc il n'avait pas à les prendre en compte, puisque c'était pour les collectivités locales. Et il les a fait disparaître purement et simplement pour dire, vous voyez, j'ai baissé les niches. Faux. Donc,
Premier critère, simplicité, qui suppose. Deuxième critère, je vais appeler ça un impôt démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un impôt démocratique? C'est un impôt qui est partagé par tous, ou en tout cas le plus grand nombre. Vous savez qu'en France, 56% des Français, c'est entre 54 et 57 selon les années, mais on est plus proche de 56% en ce moment. 56% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, pour différentes raisons. Et chaque année, on en ajoute un peu, d'ailleurs, qu'ils ne le payent pas. Ça veut dire que une majorité de Français qui votent, ils ne votent pas tous, mais dans tous les groupes sociaux, il y a des gens qui ne votent pas et des gens qui votent. Donc, une majorité des votants statue sur l'impôt qui est payé par les autres. C'est évidemment problématique tout de même. La progressivité de l'impôt en soi est quelque chose de profondément antidémocratique. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est permettre sur les 56% qui ne payent pas d'impôt, ils ne le payent pas, l'impôt sur le revenu. Mais ils payent d'autres impôts. Mais ces autres impôts qu'ils payent, ce sont souvent des impôts qui eux-mêmes sont progressifs. Même la TVA, qui n'est pas très progressive, mais il y a quand même différents taux. Donc, et puis il y a les droits de succession, des taux très progressifs. Il y a l'IFI qui a des taux très progressifs, beaucoup d'impôts qui sont payés par certaines franges de la population, l'IFI, et pas d'autres. Donc en réalité, on aboutit à cette idée que le politique, l'homme politique, l'élu, a facilité à faire plaisir à ceux qu'il veut voir voter pour lui, en les exonérant au détriment d'une petite minorité, c'est déjà le cas, qui va supporter la charge. Entre 70 et 75% du poids de l'impôt sur le revenu est supporté par, alors je dis 70 à 75 parce que ça dépend des années là aussi, mais est supporté par 10% des contribuables, les 10% qui ont les revenus les plus élevés. C'est tout de même un vrai problème. Et on verra comment on peut essayer d'y remédier. Il faut aussi un impôt donc raisonnable. Alors, un impôt raisonnable, c'est évidemment l'intérêt de l'État lui-même, mais sauf qu'il ne le comprend pas toujours. Il ne le comprend pas parce qu'il est toujours dans l'urgence. Il a toujours plus gros yeux que gros ventre quand il dépense. Il n'en a pas les moyens, mais il dépense quand même. Et comme il ne peut pas emprunter éternellement, eh bien, il taxe. Mais pourtant, ça n'est pas son intérêt de taxer trop, car selon un vieil adage qui est une réalité de toujours, trop d'impôts tue l'impôt. Vous connaissez la courbe de l'affaire. On dit que l'affaire, dans la campagne de Reagan, aurait, en discutant avec un certain nombre des soutiens de Reagan, à table, un soir, sur la nappe du restaurant, expliquer comment, en fait, trop d'impôts tuait l'impôt avec cette courbe qui montre qu'au-delà d'un certain taux d'imposition, variable selon les périodes, les pays, etc., mais toujours au-delà d'un certain taux, plus on augmente l'impôt, moins il rapporte. C'est pas nouveau, l'affaire n'a rien inventé. Un ministre de Henri IV, qui s'appelait Barthélemy de Laffemas, c'est joli, et qui était son trésorier, le trésorier de Sully en quelque sorte, lui disait déjà, attention sire, les hauts taux tuent les totaux. C'est pas mal. Et donc, voilà, ceci dit, malheureusement, la France n'a toujours pas compris ça. Elle est déraisonnable. Ces prélèvements obligatoires sont au plafond. Ce sont les plus hauts prélèvements de l'OCDE, donc ça veut dire du monde. 46, je donne les chiffres de l'OCDE, 46,08% en 2022. On n'a pas encore les chiffres OCDE 2023. La moyenne de l'OCDE, c'est 34,04%. Donc 50% de plus pratiquement, enfin pas tout à fait, 40% de plus. C'est malheureusement notre situation. Ce qui fait d'ailleurs que nos impôts, et pourtant ce doit être le quatrième critère, ne sont pas justes comme ils devraient l'être.
Le juste, c'est quoi? C'est ce qui revient à chacun. C'est la vieille définition du juste. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas forcément demander à tous la même chose. On peut l'admettre. Mais il faut que chacun paye son écho. Et il faut que chacun soit satisfait de ce qu'il reçoit aussi, à la mesure de ce qu'il doit recevoir en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il accomplit, et parfois de ce qu'il est. Parfois parce que nous sommes une communauté humaine, et que précisément ce qui nous distingue des animaux, c'est que nous ressentons, chacun d'entre nous ressent l'obligation de s'occuper des autres quand ils n'ont pas la capacité de s'occuper d'eux par eux-mêmes. J'essaye d'être bien précis là-dessus, parce que ça pose les limites, précisément, des libéralités, je reviens au mot que nous définissait Jean-Philippe Feldman, dans son origine, de l'État lui-même. Alors, en fait, dans cette définition, on pourrait considérer que d'abord, l'impôt doit être, finalement, le prix des services que l'État nous offre. L'État nous procure un certain nombre de services. Aujourd'hui, par exemple, il entretient directement ou indirectement, par des concessionnaires, parfois, il ferait mieux d'ailleurs de le faire le plus souvent, les routes. Bon, il y a un service que nous ne payons pas. On pourrait payer toutes les routes. Ça serait compliqué au-delà des autoroutes, mais on ne les paye pas. Il y a un service, on le paye, etc. C'est ainsi qu'a été compris l'impôt pendant très longtemps, pratiquement jusqu'au XIXe siècle. C'est finalement Proudhon, ce socialiste que j'aime beaucoup citer parce qu'il n'était pas très socialiste, ou s'il l'avait été à ses débuts, il ne le fut plus beaucoup après, qui nous dit « l'impôt est un échange ». Il est, dit-il, le juste prix d'un service. Bon. Mais alors, il y a aussi tous les services ouverts, c'est-à-dire, finalement, les biens publics. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien public? Bon, alors, les économistes discutent là-dessus, les professeurs d'économie qui sont autour de cette table, ou les professeurs de droit, vont peut-être me dire que ma définition est insuffisante, mais il faut en donner une. Je vais prendre celle de Samuelson. Pas un économiste forcément très libéral, mais il définissait les biens publics comme des biens non excluables, c'est-à-dire dont un contribuable ne peut pas s'exclure du paiement parce qu'il ne peut pas s'exclure du service rendu. Prenons l'exemple de la défense nationale. Bon, on est bien content qu'il y ait une défense nationale, parce que après tout, il pourrait nous arriver ce qui arrive à l'Ukraine. D'ailleurs, dans ce cas-là, je pense qu'on serait bien en péril, parce que notre défense nationale, elle n'est pas ce qu'elle devrait être probablement. Mais elle existe. Il y a des gens qui disent « mais moi, j'en ai pas besoin ». Oui, ils disent qu'ils n'en ont pas besoin, sauf que s'ils sont attaqués par un tiers, quel qu'il soit, ils seront là et ils seront peut-être bien contents qu'il y ait un antimissile qui fasse échapper leur maison à la destruction d'un missile arrivé de l'extérieur. Donc, c'est non excluable. Et puis, il y a une deuxième règle. Il faut aussi que ces biens publics soient non rivaux. C'est ce que nous explique Samuelson. Non rivaux, c'est-à-dire, en fait, que le bénéfice qu'en tire l'un ne soit pas affecté à celui-ci, et ne soit pas non plus que le fait pour l'un de ne pas en tirer bénéfice n'abaisse pas le prix global. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas s'exclure du bénéfice du bien public sans que parce qu'on ne veut pas en profiter, sans que en changeant sa nature, la nature du bien public, elle est ce qu'elle est. La défense nationale, elle est ce qu'elle est. Et c'est pas parce qu'une partie, une minorité, 5%, 10% des gens vont dire non, on n'en veut pas, que ça va changer le coût et le bénéfice, finalement, de ce bien. Alors, il y a donc des biens publics, c'est mon point de vue en tout cas, qui nous paraissent nécessaires et pour lesquels il faut un impôt. Mais
voilà, il faut réduire, il faut bien que la justice, à mon avis, va tendre à faire en sorte que là où il peut y avoir un impôt correspondant au service apporté de manière précise, eh bien le coût soit effectivement affecté, et que là où il n'est pas affectable, il soit réparti de manière selon les critères que j'ai déjà évoqués et quelques autres que je vais. Alors, un impôt correspondant au service apporté, je vais en donner un exemple, parce que c'est compliqué évidemment, c'est pas. Mais je vais donner un exemple un peu général. On parle des impôts locaux. Il y a encore dans certains cas, mais ce qui reste de la taxe d'habitation, il y avait la taxe d'habitation, ce qu'il en reste est une pure injustice, puisque elle ne reste que sur ceux qui ne votent pas, au fond, sur ceux qui possèdent des biens secondaires, des résidences secondaires, ou des biens vacants, c'est-à-dire que pas là où ils habitent. Donc en fait, parce qu'ils ne votent pas, on a laissé la taxe. C'est précisément l'impôt injuste par définition. C'est l'impôt politique, et c'est pas un impôt économique et moral. Mais dans le principe, la taxe d'habitation et la taxe foncière qui va avec pour les impôts locaux sont des impôts qui, de mon point de vue, pouvaient être considérés comme justes, à bien des égards, parce qu'en fait, il y avait taxe d'habitation parce que ceux qui habitent là avaient des services. Alors on peut dire que ces services, ils sont bons ou pas bons, mais quand les communes organisent des crèches ou payent pour des écoles, les gens qui habitent là en profitent. Alors, ils n'en profitent peut-être pas quand ils sont à la retraite parce qu'ils n'ont pas besoin des écoles. Mais ils ont d'abord été famille dans cette même commune ou dans une autre, peu importe. Et donc, il y a des services communs dont les habitants bénéficient, ils les payent, et c'est bien qu'il y ait un lien, justement, entre impôts et services. Car, quand il y a un lien, eh bien, les gens sont responsables. Confère ce qui se passe en Suisse, où les impôts, en fait, sont répartis à peu près à tiers chacun entre la commune, le canton et la confédération, avec des services qui sont entièrement mis en œuvre par la commune, le canton ou la confédération. Et quand la commune donc veut créer une crèche, elle pose généralement d'ailleurs la question aux habitants en leur disant on va créer une crèche, simplement on a calculé, ça vous coûtera 20 francs suisses de plus par an. Alors vous allez nous dire, vous voulez ou vous voulez pas? C'est clair, c'est responsable, c'est juste. Bon. En fait, vous avez vu que selon tous ces critères que je viens d'évoquer, on peut dire déjà que les impôts proportionnels sont d'une manière générale plus simples, plus raisonnables, parce que s'ils sont proportionnels, ça veut dire qu'ils sont pas progressifs, ils sont moins, donc on ne peut pas les monter à des niveaux trop élevés, parce que sinon il y a des gens qui ne vont pas pouvoir payer. Donc ils sont nécessairement raisonnables, les impôts proportionnels. Ils sont démocratiques, car s'ils sont proportionnels, a priori ils sont pour tout le monde. Alors, on peut y avoir des atténuations, et ils sont de ce fait justes, en tout cas plus justes. Alors les impôts proportionnels, c'est évidemment très compliqué. Le vrai problème, c'est que nos systèmes fiscaux, d'une manière générale dans le monde, et le système fiscal français en particulier, est tellement perverti que le faire évoluer vers des impôts plus justes est très compliqué. Quand 56% des Français ne payent pas l'impôt, comment aller leur proposer un impôt proportionnel? Ah, on a une chance. Il y a la CSG, qui était à l'origine un impôt strictement proportionnel, qui aujourd'hui est déjà éparpillé entre quelques taux, mais pas trop, et principalement centré sur un taux pivot, et donc et que quasiment tout le monde paye. Il y a quelques niches, mais peu. Donc, on pourrait imaginer, je l'ai imaginé, qu'une fusion de l'impôt sur le revenu de la CSG pourrait créer un impôt proportionnel, une sorte d'impôt proportionnel avec éventuellement 2 tranches. Ce serait moins pire si j'ose m'exprimer en mauvais français ainsi. Mais pourquoi l'impôt proportionnel est un bon impôt? Parce que il est facile à déclarer, facile à percevoir. Alors, l'impôt proportionnel, là aussi, ce sont les Américains il existe dans le concept, il existe depuis toujours. Et en France, même sous la monarchie, il y a un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelait Vauban,
Il faisait pas que des constructions. Il travaillait aussi du cerveau de temps en temps, et pas seulement pour la défense. Et il avait écrit un livre sur l'impôt proportionnel, qui à l'époque était une petite révolution, et que malheureusement d'ailleurs, parce que le roi n'a pas plus suivi Vauban qu'il a suivi Turgot, il a eu bien tort, peut-être qu'il aurait évité la révolution. Tant pis pour lui. Bon. Et donc, cet impôt proportionnel, eh bien, en fait, il existe dans de nombreux pays en France, en Europe, en monde même, pardon. Il y a 35 pays dans le monde qui pratiquent l'impôt proportionnel. Alors évidemment, là où il a été le plus facile à mettre en œuvre, c'est dans les pays, les pays de l'Est, les nouveaux pays de l'Est, ceux qui sont sortis de l'ère soviétique. Finalement, le communisme soviétique, ça a été une doctrine, on appelait ça tout à l'heure, destructive. Ça a été une moulinette qui a détruit toute la société. Donc en sortant, il a fallu tout reconstruire. Donc là, ils sont sortis et ils avaient une sorte de sol qui était entièrement détruit, mais qui était vierge. Vierge de destruction, mais vierge. Donc ils ont pu adopter plus facilement qu'aujourd'hui dans nos pays des impôts proportionnels, ce qu'ils ont fait. Certains pays même ont adopté quelque chose d'intelligent, c'est en fait le même taux pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA. De façon que cet impôt soit lisible, compréhensible par tous, qu'on sache parfaitement ce que chaque opération commerciale, personnelle coûte. À dire vrai, ça n'a pas duré longtemps, car la politique est toujours là, et on cherche toujours des recettes. Et un jour on se dit, ce taux il était de 16%, oh, celui-là on pourrait le monter à 17 ou 18, et puis le lendemain 18,5, etc. Bon, donc malheureusement ça n'a pas duré longtemps, mais ça avait marché. Alors, j'ai encore 5-10 minutes. Donc, il y a d'autres impôts qui sont tous les prélèvements sociaux. Tous les prélèvements sociaux qui m'invitent à donner un autre critère théorique et pourtant souhaitable, c'est celui de la neutralité. Au fond, dans ce que j'ai dit, j'ai déjà évoqué la neutralité. La neutralité consiste à dire que un bon impôt, c'est aussi celui qui est une atteinte la moindre possible à la situation des personnes. C'est-à-dire qu'il laisse les personnes dans la relation où elles sont après l'impôt par rapport où elles étaient avant l'impôt. Or, on s'aperçoit qu'avec l'impôt déjà, mais plus encore avec les prélèvements sociaux, qui sont, je dirais plutôt des impôts sociaux, et je vais expliquer pourquoi, on se trouve de plus en plus face à une sorte de double peine, c'est-à-dire de double application de ce que Hayek disait de la justice sociale qu'il combattait. La justice sociale pour Hayek, c'est la justice des bons sentiments, qui est une fausse justice. C'est celle qui, en fait, vise à répartir de manière arbitraire la fortune qu'on prend aux uns pour la donner aux autres. La fortune ou les revenus qu'on prend aux uns pour les affecter aux autres. C'est ce que font les prélèvements sociaux. Car si dans le principe et à l'origine, les prélèvements sociaux, dans le système français en tout cas, ce qui n'est pas vrai dans les systèmes anglais et, notamment, mais à l'origine, sont des cotisations. De plus en plus, ces cotisations tendent à disparaître au profit, finalement, d'affectations fiscales. Alors, pour vous situer quelques chiffres, le système des retraites que Macron prétendait transformer en modifiant simplement la façon dont il prélevait les choses, mais sans rien changer d'autre, ce qui était une bêtise. Le système des retraites, je vais vous donner quelques chiffres à gros traits. Les retraites en France, c'est 380 milliards par an de dépenses. Et sur ces 380 milliards, il y en a 2 tiers qui viennent des cotisations et 1 tiers qui vient de
prélèvements fiscaux directs ou indirects. Pourquoi? Parce que la retraite des fonctionnaires, qui est surabondante, représente un versement complémentaire de l'État de 60 milliards d'euros par an au système, sous des formes déguisées dans un calcul de fausses cotisations. Fausses puisque l'État dit que pour ses fonctionnaires civils, il verse des cotisations de 75%, cotisations employeurs de 75%, 75%. Pour l'armée, c'est 116%, alors qu'un employeur privé en verse au total, employé-employeur, de 28%. Donc c'est vous situez quand même le rapport. Et donc, à ce titre-là, et quelques annexes, notamment ce qu'il abonde pour les régimes spéciaux, c'est 60 milliards. Et puis il y a encore des taxes affectées et d'autres prélèvements déguisés qui en représentent 65 de plus. Donc les cotisations, finalement, ne sont plus là, pas encore comme un appoint, elles sont encore majoritaires, mais tout juste. C'est pire encore pour la maladie maternité, mais parce que les cotisations en maladie maternité représentent à peine 60% du coût de la maladie maternité. Donc ça veut dire qu'en fait, nos cotisations, déjà là, ne sont plus vraiment des cotisations, puisque les régimes sont pris en charge par nos impôts pour une assez large partie. Mais ces cotisations, que ce soit celles de la retraite, que ce soit celles de la maladie maternité, que ce soit celles du chômage d'ailleurs encore plus, ce sont des cotisations qu'on a rendues petit à petit progressives. Alors pour la retraite un peu moins, encore que parce que la retraite est plafonnée alors que les cotisations le sont beaucoup moins, et parce que, à l'inverse, les cotisations des plus modestes salaires, sur les plus modestes salaires, donnent droit à des retraites qui sont surélevées. Donc globalement, il y a déjà là un système de re-répartition sociale qui est inscrit dans le prélèvement, c'est-à-dire dans les cotisations elles-mêmes. Pour la maladie, c'est pareil, puisque c'est au-delà de 4 fois le plafond qu'il y a des limites, etc. Et pour les retraites, c'est encore pire, puisqu'il y a pour le chômage, c'est encore pire, excusez-moi, puisque pour le chômage, il y a un chômage minimum à 9 € de l'heure, je crois, par rapport aux périodes travaillées, et que c'est plafonné à 31,50 € selon les réformes mises en œuvre à compter de ce 1er janvier 2024, pour les hauts salaires, qui pourtant payent des cotisations jusqu'à 15 000 € par an, par mois environ. Donc, en réalité, il y a, si vous voulez, un étau qui fait que il y a une double redistribution, une redistribution du fait qu'une partie de ces charges, de ces dépenses sociales sont prises en charge par l'impôt, comme je vous l'ai expliqué, et d'autre part que les cotisations qui tendent à soutenir financièrement ces dépenses sociales sont elles-mêmes prélevées selon un système redistributif. Donc on est dans un système qui est devenu doublement redistributif. Et à cet égard, doublement injuste de mon point de vue. Car la neutralité qui existe a disparu. En réalité, ce qui est très mauvais, je vais en terminer par là, sur les différents critères que j'ai évoqués, c'est que, au fond, de moins en moins, les dépenses et les recettes sont en adéquation. J'ai déjà évoqué ce problème pour notamment les collectivités en donnant l'exemple suisse, mais c'est généralisé. C'est-à-dire que même dans les financements d'État de ces cotisations sociales, que j'ai évoquées comme très importantes, puisqu'ils représentent en gros 40% des retraites et de la maladie maternité, et maintenant une très large partie du chômage. Ces financements de l'État viennent eux-mêmes d'un méli-mélo épouvantable de transferts publics d'une caisse à l'autre, d'amputation de certains impôts au profit des uns ou des autres, comme pour les collectivités locales d'ailleurs, où on donne des bouts de TVA, des bouts de CSG, des bouts de... etc., de telle façon que le système est entièrement illisible, mais entièrement déresponsabilisé. Et c'est là que j'en reviens à la Suisse et à ce que je disais tout à l'heure. En réalité, pour responsabiliser le contribuable, mais aussi et peut-être surtout d'ailleurs la collectivité dépensière et bénéficiaire de ces ressources, eh bien il faut qu'il y ait adéquation. S'il n'y a plus adéquation, s'il n'y a plus lisibilité, traçabilité, eh bien c'est toujours plus
Si chacun pense que c'est l'autre, Bastiat le disait, qui paye, il demande toujours plus. En fait, et je vais en terminer par là, ce sera ma conclusion, je crois que le vrai sujet, parce qu'on peut se dire, mais d'où vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette confusion que j'évoque? Je pense que c'est parce que on a d'abord créé la confusion du juste que j'évoquais et du bien. Le juste, ce n'est pas le bien. Le juste, c'est ce qui revient à chacun. Et j'ai expliqué pourquoi c'était d'abord l'échange et secondairement, mais de manière limitée, une juste répartition. Le bien est tout autre chose. Le bien, et c'est là qu'on en revient aussi, doctrine libérale, à la distinction de ce qui relève de la société civile et de l'État, ou de la collectivité. Le juste concerne essentiellement le rapport de l'individu à la collectivité. Il y a aussi une justice interne entre chacun, bien sûr, mais il y a une justice qui concerne. Tandis que le bien relève plus volontiers du rapport entre les personnes. Le bien, c'est l'ancienne charité, en quelque sorte. C'est le fait de décider soi-même ce qui est bien pour l'autre. Et ça, le bien, qui le connaît? Il y a plusieurs façons de considérer le bien. Aider un enfant peut être bien, le trop aider peut être mal. Où est la limite? C'est à nous d'en décider, à nous parents. Aujourd'hui, l'État est en train de nous dire où est-ce qu'il faut qu'on mette la limite, quand il faut qu'on ferme l'ordinateur de l'enfant, combien qu'il ne faut pas lui donner de bonbons, mais pas trop de sel non plus, etc. Et pas trop de viande maintenant. Bon. Et en fait, je prends encore 5 minutes. Non, 3 minutes. Je vais finir par une petite histoire amusante que j'aime bien, qui montre que ce débat est éternel. C'est une histoire racontée par un grec antique, Xénophon, un type extraordinaire. Cet Athénien qui a quitté Athènes parce qu'il était en désaccord avec son siècle, si je puis dire, a rejoint Sparte. Il était original, médecin, philosophe, il s'est fait militaire. Au nom de Sparte, il est devenu général et il s'est mis au service des Perses. Il a vécu chez les Perses et il a raconté cette histoire, toute l'histoire. Il a raconté une grande histoire. En Perse, il s'est enquis de Cyrus et il a raconté l'histoire de Cyrus. Et il a raconté dans la Cyropédie. Et il a raconté l'histoire de l'éducation de Cyrus et je vais vous en livrer un tout petit morceau. Cyrus enfant, son père étant déjà le roi de Perse, était appelé à le devenir. On le mit entre les mains d'un maître, c'est comme ça qu'il l'appelle, précepteur, c'était un maître, qui, quand Cyrus grandit, lui a appris à juger, car le rôle d'un souverain était de juger aussi. Et un jour, qu'un cas facile se présentait, il lui dit « c'est toi qui vas le traiter avec ce que je t'ai appris ». Alors Cyrus, le jeune Cyrus, y alla. Il y avait devant lui 2 enfants, un grand et un petit, qui venaient se plaindre l'un de l'autre, et c'était surtout le petit qui avait engagé le procès et contraint le grand à venir. Et le petit raconta qu'en fait il avait une grande robe, et que le grand en avait une petite, et que le grand lui a pris sa grande robe pour lui donner la petite, en lui disant que ça lui allait mieux, ce qui était peut-être vrai, mais ce qui ne lui allait pas, ce qui ne lui convenait pas, à lui, petit. Et Cyrus les regarda, parla un instant avec eux, et leur dit « mais c'est vrai que cette robe te va très bien, et à toi aussi, donc je juge que ça vous va bien, et que c'est bien ainsi. » Il raconte ça à son maître, qui le battit, dit-il. Il fut battu. « Pourquoi ? Pourquoi, lui dit le maître, as-tu fait une chose pareille ? Tu as voulu faire le bien, mais tu ne le connais pas. Et peut-être que le petit, c'est sa mère qui lui avait tissé sa robe. Et peut-être qu'il était prévoyant et préférait la petite en pensant on ne change pas de robe tous les jours, qu'il allait la garder jusqu'à ce qu'il grandisse. Et le grand, peut-être qu'il a voulu la petite parce qu'elle était de meilleure laine. Peut-être qu'il a voulu la grande parce qu'elle était de meilleure laine. De quel droit tu fais ça ? La justice consiste
Et j'en termine par là, à rendre à chacun ce qui est le sien. Malheureusement, nous ne le savons plus. Merci. Je vais être provocateur. Je vais te poser la première question. Tu as dit que un bon impôt, c'était un impôt qui devait être démocratique. Et tu as compris, je résume, tu m'arrêtes si j'ai mal compris. Tu as compris la notion d'impôt démocratique comme celle d'un impôt qui s'applique à tous. Oui. En tout cas, au plus de personnes possible. Voilà. Ça s'applique jamais à tous, mais le plus de personnes possible. Donc je vais être provocateur en te posant la question suivante. Est-ce que la démocratie est justement ce qui empêche largement un impôt d'être juste? Mais alors moi, je vais poser ma question différemment. Oui. C'est ce que j'ai en tête. C'est que tu as dit cela, et un peu plus tard, tu as parlé des impôts locaux et du scandale de la taxe d'habitation. Parce que c'est vrai que je dirais que parmi les grandes réformes d'Emmanuel Macron, retiendra, il y a la suppression de la taxe d'habitation, c'est-à-dire d'une bêtise totale, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, effectivement, la taxe d'habitation s'applique uniquement à certaines personnes, et elle s'applique parfois de manière extrêmement sévère aux personnes qui ont le malheur d'avoir une résidence secondaire. C'est-à-dire que non seulement ces personnes-là n'utilisent pas ou utilisent peu les services locaux, mais en plus, ils se trouvent massacrés fiscalement, notamment à Paris. Un petit exemple, je connais quelqu'un qui doit payer plus de 5 000 euros d'un tel impôt à Paris pour un appartement de 100 mètres carrés, ce qui est quand même absolument scandaleux. En l'occurrence, est-ce que ça n'est pas la démocratie en elle-même, c'est-à-dire la loi du nombre, qui permet de disjoindre la qualité des électeurs et la qualité de payeurs de l'impôt? En réalité, c'est pas la démocratie, c'est la démagogie. Mais ce qui est vrai, et Aristote l'avait déjà vu, c'est que la démocratie a une fâcheuse tendance à dégénérer en démagogie. Parce que comme la démocratie repose sur le vote, il est assez tentant pour ceux qui en ont les moyens d'essayer de se concilier les votants. Et comment mieux se les concilier qu'en les exonérant d'impôts. Donc évidemment, il y a. Alors ceci dit, mon sentiment c'est que personnellement, je suis évidemment favorable aux démocraties libérales, mais je pense en même temps qu'il n'y a aucun régime parfait. Et que d'ailleurs les démocraties libérales tempérées par un monarque ou une chambre qui n'est pas forcément démocratique sont parfois plus tempérées et peuvent éviter plus facilement ces dérives. C'est un vieux débat et c'est un débat difficile. Mais ceci pour dire que effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver, mais on en revient d'ailleurs au libéralisme, il faut toujours que le pouvoir arrête le pouvoir. Et je crois que la démocratie tombe dans la démagogie quand il n'y a pas suffisamment de pouvoirs qui s'arrêtent les uns les autres. Est-ce que justement ce genre de choses, ça ne peut pas être résolu par un système de concurrence fiscale comme il y a en Suisse, que finalement un canton à l'autre, si un canton appliquait ce genre d'aberration, les gens iraient acheter leur résidence secondaire dans un canton d'à côté. C'est tellement proche du pays, hein. Je veux dire, un canton, c'est même pas l'équivalent d'un département parfois. Finalement, cette concurrence fait que personne ne délire avec des. Ça ne viendrait pas l'idée d'un canton de mettre une taxe comme ça. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. C'est un dogme, c'est-à-dire que tout doit être uniforme sur le territoire, à part évidemment les impôts locaux. Mais il n'y a pas de concurrence fiscale, vous ne pouvez pas choisir d'aller mettre votre résidence secondaire à tel endroit parce que ailleurs vous payez trop. Il faut pouvoir voter avec les pieds. Oui. Et donc, je vais jusqu'au bout parce que vous avez totalement raison. Alors, pour l'impôt national, ça n'est pas vrai, encore que l'IREF a été fondé il y a maintenant 23 ans, au départ, par des entrepreneurs et des académiques, des universitaires, qui se sont retrouvés sur l'idée qu'il fallait éviter à tout prix l'uniformisation fiscale en Europe. Parce que la concurrence fiscale en Europe permet justement d'éviter
la dérive vers la taxation toujours plus élevée sur des minorités toujours moindres, parce que c'est trop facile. Voilà. Alors attendez, juste un mot, puis après... Je crois que le président de la République ne partage pas ton point de vue. J'ai le sentiment aussi. Je l'ai écouté avant-hier, et je crois que j'ai pas entendu ça. Oui. Justement, sur ce sujet de pouvoir voter avec les pieds, et aussi sur peut-être en amont de l'écologie et du libéralisme, que pensez-vous de l'exit tax et de la taxe carbone? Alors ça c'est... Alors, je sais pas si je laisserai pas Erwan Keinec sur la taxe carbone. Bon. François. Ou François. Ouais, François, oui, très bien. Oui, allez, François, vas-y, dis d'abord. Ah, maintenant? Ouais, non, mais en 2 mots, si tu peux dire un tout petit peu ton sentiment là-dessus. Il a beaucoup travaillé là-dessus, François. François Facchini, professeur d'économie. Non, mais je ne sais pas exactement quel est le sens de la question. S'il faut dire les bienfaits de la taxe carbone et ses faiblesses. Mais globalement, il est préférable, me semble-t-il, pour l'efficience de la lutte contre le CO2, parce que c'est ça l'objet, hein, c'est votre question, d'avoir un marché des droits à polluer qu'une taxe. Pourquoi? Parce que le marché des droits à polluer permet de fixer le taux par contrat, par échange, alors que la taxe carbone, elle est fixée par des processus démocratiques parfois démagogiques, et que son taux ne reflète, et ça sera peut-être un point de désaccord avec les gens publics, son taux ne reflète pas la disposition marginale à payer de chacun, donc la valeur. Et c'est quand même un des principes fondateurs du libéralisme économique, c'est que si vous pouvez connaître l'information sur la valeur que chacun attribue à un bien, ça y est, c'est les amis de Jean-Philippe qui sont là. Vous devez respecter la liberté contractuelle. Et donc, de fait, la solution de marché de la tradition gaussienne semble être la plus proche de ce que l'on peut attendre d'une société du consentement. Je partage en fait, sur le principe, je partage l'idée qu'il vaut mieux une solution de marché à une solution centralisée et étatique, avec tous les risques que ça a. Alors d'abord, il faut partir du principe qu'on a besoin de combattre le carbone dans ces conditions-là. Mais 2, ensuite, on sait toutes les dérives que auxquelles ça a donné lieu, avec des faux certificats de carbone, etc. Le problème, c'est que plus on fait des taxes complexes et plus on favorise donc les dérives là aussi. Maintenant, si on part du principe que qu'il faut lutter contre le CO2, et si on part de l'autre principe que il est souhaitable dans ces frontières qui peuvent être les frontières françaises ou les frontières européennes, il est souhaitable que les produits, j'allais dire, payent le même prix pour l'effort de décarbonation qu'on doit entreprendre. C'est une solution qui est probablement meilleure que d'autres. C'est mon analyse. Maintenant, vous avez posé une autre question sur l'exit tax, qui existe en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. De mon point de vue, c'est une atteinte insupportable à la liberté des hommes. Je pense que un État peut être légitime à mettre un certain nombre de règles à l'entrée sur son territoire, parce que c'est lui qui fait la police, donc il peut être légitime à dire « je n'y accepte pas n'importe qui dans n'importe quelle condition », pour autant que ce ne soit pas non plus des règles qui atteignent trop durement à la liberté. Il y a une sorte de mesure à prendre qui est fonction des situations d'ailleurs. Autant, il ne me paraît pas admissible, et c'est une position qui est assez traditionnelle chez les libéraux, mais pas que, dans le droit, même dans l'histoire du droit, il ne me paraît pas admissible qu'on empêche quelqu'un de sortir de ses frontières.
Or, en fait, l'exit tax l'empêche de sortir pour de faux prétextes. On dit, ah ben oui, mais on a payé des études à ces gens qui se sont enrichis. On leur a payé des études parce que leurs parents probablement déjà payaient des impôts comme tout le monde. Donc, ils n'ont pas bénéficié de quelque chose de particulier. Voilà, donc ça ne me paraît pas... Non, c'est pas légitime parce qu'il n'y a pas de fondement à ça. C'est le principe du mur de Berlin. C'est une forme de mur de Berlin, absolument. Je me posais la question des solutions, je dirais, assez faciles, a priori, à de problèmes complexes. Celui de la fiscalité peut être effectivement changé radicalement par une fiscalité progressive, de même que le système de retraite pourrait être changé rapidement par un système de capitalisation, par exemple. Et vous avez l'air de dire que ça va prendre, c'est très compliqué de changer. Comme ça. Vous voulez savoir dans quelle mesure c'est compliqué de changer? Est-ce que finalement, puisque trop d'impôts tue l'impôt, on en vient peut-être plutôt à une position plus favorable, par exemple sur le taxe, qu'avec le système actuel? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de changer quand on a drogué les gens à l'exonération fiscale. Comment voulez-vous mettre un impôt, même seulement de quelques pourcents, sur des Français qui ne payent pas l'impôt aujourd'hui? Vous allez avoir des manifestations qui seront bien pires que celles de Sciences Po. Hein. Et donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le fait que le croisement des financements, l'enchevêtrement des financements, fait que plus personne, ça c'est plutôt au niveau des cotisations, que plus personne ne sait qui paye quoi. Et donc, que remettre des cotisations, c'est-à-dire par exemple, parce que c'est la seule bonne solution à l'impôt, c'est ce que je disais sur l'adéquation des recettes, mais aussi sur le fait que il y a une sorte, alors ça je l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, il doit y avoir une sorte de subsidiarité. L'impôt, l'État ne vient prendre en compte, ne vient donner un service que si on ne peut pas le donner autrement, si les individus ne peuvent pas le donner par eux-mêmes. Or, pour les assurances sociales, je ne vois pas pourquoi, dans le principe, les individus ne pourraient pas s'assurer pour leur retraite, leur maladie et leur chômage, comme ils le font pour leur appartement ou leur voiture. L'exemple de la voiture me paraît absolument probant, parce qu'en fait, les risques sont du même ordre que ceux de la maladie, sont aussi importants. Ils sont même bien pires, parce que quand on s'assure pour la maladie, on s'assure pour soi-même. Là, on s'assure pour la possibilité de détruire toute une famille, ou de tuer le père d'une famille de 12 enfants, ce qui pourrait représenter un coût considérable. Et donc, les risques sont aussi importants. Et là, je vois que les gens de tout milieu, de tout niveau et capacité sont très très capables de trouver la meilleure assurance au meilleur prix par rapport à ce qui leur convient. Eh bien, pourquoi ne ferait-il pas la même chose pour leur chômage? Et là, au fond, ce serait le meilleur moyen de responsabiliser chacun. Mais sortir de là, quand les cotisations, je prends cet exemple parce que quand les cotisations chômage sont payées par l'État aujourd'hui, que les cotisations maladie et retraite sont payées à 40% par l'État, ben c'est difficile. Quand elles étaient payées à 100%, si nos cotisations représentaient 100% de notre coût, retourner au privé et à la concurrence, ça nous coûterait forcément moins cher. Là, aujourd'hui, ça ne peut coûter moins cher qu'aux plus riches, parce que eux surpayent. Donc, en allant au privé, ça leur coûtera moins cher. Imposer ça tout de suite, et ça ne pourra se faire donc que progressivement, parce que l'imposer à ceux qui ne les payent quasiment pas aujourd'hui, ça représentera un coût pour eux. Donc, c'est très compliqué. L'État, en nous imposant cet état social, cette justice sociale, et en gérant ses affaires de manière aussi désordonnée, peut-être à dessein, rend le système, au fond, figé, nous empêche d'en sortir. Et c'est ça qui est à la fois scandaleux, injuste et très difficile. En fait, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais je vais les résumer. La première, c'est sur ton argument sur l'impôt nécessaire. En fait, ça m'a un petit peu froissé parce que chez les libéraux, il y a quand même t'as pris une position obésienne, finalement. C'est-à-dire que quand on laisse les gens entre eux, il y a des litiges, ils se battent. Mais chez les libéraux, il y a la tradition hayekienne, toute cette tradition qui dit que l'ordre social peut, comme ça a été rappelé, fonctionner sans autorité.
Et je pense à Plast, évidemment, la société sans État, je pense à James Scott, le livre dont j'ai fait la recension, qui font l'histoire de l'État comme non pas un mal nécessaire, mais comme une présence violente qui de fait existe et que les libéraux tentent de contenir tout en gardant à l'esprit que ce sont des spoliateurs, que ce sont des prédateurs. Que nous, les producteurs, nous, les paysans, on est face à des aristocrates, des seigneurs qui nous en veulent à notre travail. Et ou à des bandits. Comment faire, ou à des bandits. Voilà, comment faire pour se protéger contre ces mauvaises personnes? Séparation des pouvoirs, démocratie, etc. Et c'est pas tout à fait la même conception. Alors dans les deux cas, c'est un mal nécessaire, mais dans un cas, c'est contractuel. Il y a un fort qui dit bon bah je touche, c'est un peu la thèse de Buchanan. Il y a un fort qui arrive et qui dit bon bah je vais vous mettre d'accord. Voilà, vous allez me donner et moi je vais vous départager. Et je ne sais pas si c'était ça que tu avais à l'esprit. Ou il y a l'autre, c'est un mal nécessaire parce que l'État est une menace. On doit le contrôler. Voilà, on doit le contenir. Alors je laisserai Jean-Philippe Feldman dire un mot après de Hayek, parce que, à mon point de vue, mais Hayek a eu aussi un parcours. Mais la route de la servitude, il affiche clairement un état presque trop important par rapport à ce que je pense. Dans d'autres versions, il est un peu différent, mais quand même, il n'écarte pas du tout l'État, même dans droit, législation et liberté, il n'écarte pas l'État. Il est très raisonnable. Moi, je suis hayekien à cet égard. C'est-à-dire qu'en fait, je suis aristotélicien, comme il l'était. Je crois aussi à une sorte de juste mesure par rapport à l'imperfection humaine, qui ne peut être gérée que grâce à cette juste mesure. Je pense effectivement, je l'ai dit, alors j'avais cité Le Ménissier parce que il y a des livres de lui ici, etc. Mais tu as cité d'autres auteurs et je suis d'accord. Il y a ceux que j'ai appelés les libertariens, qui pensent qu'on pourrait vivre sans État. Moi, je dis que les gens qui disent ça, en fait, sont des gens dangereux. Je vais dire pourquoi. Parce que, en fait, c'est une utopie. Et que toute utopie dégénère en totalitarisme. Car quand une utopie n'arrive pas à être mise en œuvre, parce que comme la nature est imparfaite, on n'y arrive pas, il y a toujours quelqu'un qui se lève pour faire une crasse à son voisin, et quand on ne sait pas la gérer parce qu'on n'a pas de justice et de police, eh ben ça dégénère en coup de force, c'est-à-dire que c'est la jungle qui s'empare de la justice, et la jungle, finalement dans la jungle, il y a bientôt un maître des lieux qui s'impose à tous. Et ça s'appelle le totalitarisme. Donc c'est ça que je dis, en exagérant, en caricaturant, car je crois que ce n'est pas possible. Je ne crois pas que la nature humaine le permette. Je pense qu'il existe une nature humaine et que cette nature ne le permet pas. Tu donnes au roi, tu donnes à l'empereur le droit de gérer les conflits. Et moi, ma question n'est pas de savoir la frontière, c'est l'origine de l'État. Est-ce que l'origine de l'État est vertueuse? Ah, mais pour moi, l'origine de l'État... L'origine de l'État est un acte arbitraire. Alors, d'abord, moi, je crois que c'est un acte arbitraire et que face à ça, il faut s'unir, mais c'est difficile. Moi, je ne le crois pas. Il y a des Poutine, il y a des mauvaises personnes. Alors, je ne le crois pas tout à fait. Et je vais donner un exemple, c'est celui de la cité grecque. Enfin, bon, on s'aventure, si on laisse encore un petit peu de temps, je ne veux pas dépasser sur l'horaire des rois, mais ça va. Moi, je vais donner un exemple, c'est celui de la cité grecque. Par rapport au débat de Constant et de Lord Acton, d'ailleurs, qui est le même. Constant a été un très grand contributeur à l'émergence de la liberté individuelle, Benjamin Constant. Et je partage presque entièrement ce qu'il a écrit. En même temps, il a été un peu caricatural lui-même par rapport à ce débat dans sa mise en opposition de la liberté des anciens par rapport à la liberté des modernes. Car on ne peut pas faire d'anachronisme. Dans la cité grecque, les cités grecques, il y avait des centaines de cités grecques. C'était des toutes petites unités. C'était des gros villages parfois. Athènes est un peu une exception, comme déjà une petite ville. Et dans ces cités grecques, les luttes étaient permanentes, confère la nature humaine, entre cités.
on se volait les troupeaux, ou alors il y avait des histoires de femmes, qu'on fait la guerre de Troie, etc., ou etc., etc. On voulait dominer les mines de l'Orion ou d'ailleurs. Bon. Et en fait, il y avait des luttes. Sauf que, il faut savoir qu'à l'époque, quand une peuplade en combattait une autre, si elle gagnait, l'autre disparaissait. On prenait les hommes pour en faire des esclaves, et on prenait les femmes pour en faire nos servantes ou nos maîtresses. C'était pas très marrant quand même. C'était pas très marrant. Et donc, en fait, la liberté des anciens, qui a été d'abord la liberté de la cité, c'était précisément parce que c'était le seul moyen que la cité soit bien défendue. C'est-à-dire que on apprenait aux Grecs des cités que leur liberté, c'était la défense de la cité. Et donc, il fallait qu'ils lui obéissent, parce que sinon, la cité risquait de disparaître. Si elle disparaissait, c'était eux qui disparaissaient. Et donc, c'est une réponse que je t'apporte, selon laquelle, au démarrage, alors même qu'aujourd'hui, on a tellement de facilité à se protéger nous-mêmes, en quelque sorte. Mais, au démarrage, la communauté était très protectrice. Et donc, elle acceptait une certaine contrainte, qui était la limite de la liberté à Athènes ou dans les cités, la limite de la liberté quand il y avait un seigneur, etc. Donc, moi je crois qu'il n'y a pas de naissance comme ça d'une autorité publique. C'est une très très lente construction qui est due à la guerre, à l'évolution des familles, aux communautés, mais je pense effectivement qu'on ne peut pas dire que c'est pas vertueux ou que c'est vertueux. La vertu est parfois dans l'absence de vertu. Enfin, c'est plus compliqué que ça de mon point de vue. J'ai sûrement pas répondu à ta question. Si, il y a des points. Alain. Oui, moi je voudrais défendre le point de vue de l'homme initié. Il n'est plus là pour le défendre, donc je vais prendre sa place. L'État qui est dans le monde le plus libertarien, c'est un État qui n'a pas d'armée, qui a une justice et une police très réduite, et pratiquement pas d'impôts, qui s'appelle le Liechtenstein. Et c'est un État où le niveau de vie est plus de 2 fois le niveau de la Suisse. Et ils se sont mis Donc, quand on est libertarien, on est pour la prospérité. Alain, c'est trop facile. Ils se sont mis sous la protection militaire des Suisses. Alain, c'est trop facile. Ils ont voulu rejoindre la Suisse a refusé. De l'autre côté du Rhin, et que les Suisses se sentaient incapables de les aider militairement. Donc on a refusé l'adhésion de Liechtenstein à la Suisse, puisque la Suisse est un système contractuel, chaque canton adhère à un pacte bilatéral. Enfin, c'est pas un État au sens français du mot, c'est-à-dire que chaque canton adhère à un contrat. Le Liechtenstein a voulu adhérer à la Suisse. La Suisse a refusé parce qu'elle se sentait incapable de le défendre militairement, mais il y a un pacte entre les deux pays qui dit que si le Liechtenstein est attaqué, la Suisse est censée quand même... Mais ils n'ont pas l'armée. Non mais ils ont une armée. Ils ont l'armée du voisin. Ils ont l'armée du voisin. Mais oui, mais ils ont des mercenaires. Non, moi je prends. C'est la définition du contractuel. Oui. C'est ça. Oui. C'est bien. Il ne faut pas dire que Bertrand disait qu'il ne fallait pas se défendre. Non, se défendre, c'est les anciens. J'entends bien. La concurrence des villes qui mettaient en concurrence les seigneurs. Non mais. Donc il y a quand même une. C'est pas que de l'utopie. Et l'expression de Pascal Salin, c'est une utopie réaliste. Non, c'est pas une utopie réaliste. Je ne partage pas, car en réalité. Non mais attends. La pluralité des libéralismes. Non. Je vais la combattre tout de suite. Le Liechtenstein ne peut se permettre de faire ça que parce qu'il a la Suisse. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est armé à côté. Et parce quelqu'un qui est armé. Et donc, en fait, si tout le monde était désarmé, ça veut dire que n'importe quelle bande de brigands pourrait prendre le pouvoir. Moi, je constate une chose, c'est que M. Milley, pour lequel je dois dire j'ai beaucoup d'admiration, il n'a pas aboli l'État. Il dit pas qu'il va abolir l'État. Il va le mettre dans des vraies limites. Et ça, c'est bien. Erwan, tu as une question? Non, j'ai relu. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on s'arrête. Merci à vous.